D'abord, vous remercier d'être là, vous remercier de le faire parce qu'en fait, vous le faites pour un enjeu qui est extrêmement important, évidemment, nos enfants. C'est évidemment l'école un sujet essentiel pour nous tous, parents bien sûr, mais c'est aussi un sujet essentiel pour notre nation. Or, c'est un sujet qui finalement politiquement est assez peu porté, qui est mis en avant à la faveur de faits d'actualité, de faits divers dont on voit bien qu'ils deviennent au fil de leur accumulation des faits de société. Mais on entend assez peu parler de l'école, de grandes réformes, etc. Et il faut bien dire que le monde politique est assez en dessous de ce que nécessiterait l'école pour être remis à la hauteur de ce qu'elle apporte logiquement pour une nation. Je crois qu'en fait le sujet dont s'est emparé Parents Vigilants est particulièrement important parce qu'en fait nous avons permis de briser une sorte de ronron dans l'institution scolaire qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux parents, à la vigilance des parents et qui sont dramatiques pour nos enfants. Et donc l'action de Parents Vigilants a vraiment ce mérite de remettre l'école au cœur des sujets de société, et s'il y en a un qui est à mon avis majeur, c'est bien celui-là pour notre avenir. Je vais reprendre une phrase, effectivement, l'école est un sanctuaire. J'aime beaucoup à répéter une phrase de Jean Zay, que vous connaissez peut-être. Jean Zay est un ministre de gauche du gouvernement Blum, je crois, et qui disait que l'école devait rester un sanctuaire où la querelle des hommes ne rentre pas. Et c'est quelque chose dit par un homme de gauche, qui paraît à des années-lumière de ce qui se pratique dans l'institution scolaire aujourd'hui, puisqu'on ne peut qu'observer une accumulation d'offensives idéologiques à l'école que subissent nos enfants. Parents Vigilants, c'est né, effectivement, vous l'avez dit, à l'initiative d'Éric Zemmour, qui, lors de nos universités d'été en 2022, donc il y a un an, en quelque sorte, ce soir, nous fêtons un petit peu l'anniversaire de l'initiative Parents Vigilants, qui a dénoncé le grand endoctrinement qui effectivement se produisait dans les médias, mais également à l'école, avec des âmes, des cerveaux jeunes particulièrement malléables. Et il a dit qu'il était nécessaire de voir la vérité et de décrire le réel. Effectivement, lutter contre l'endoctrinement, c'est à terme lutter contre le grand déclassement que constate et contre lequel veut également lutter Éric Zemmour. Et puis c'est également offrir à nos enfants des armes pour lutter contre le grand remplacement. Et je tiens à vous dire très très sérieusement que si jamais nous ne faisons pas ça, un jour nous subirons le grand effacement, celui de notre civilisation. Donc c'est vraiment un combat extrêmement primordial que nous avons à mener, et je crois qu'en fait en tant que parents mais aussi en tant que citoyens, et je pense que parmi vous il n'y a pas forcément des parents, il y a des parents d'enfants qui sont sortis du système scolaire, il y a des GZ qui ne sont peut-être pas encore parents, mais c'est en ça que ce combat-là nous concerne tous. Ils passent la plupart de leur semaine à l'école. Alors parfois, ils ont des très bons instituteurs ou professeurs, nous en connaissons autour de nous, nous en avons même quelques-uns à Reconquête. Ils n'ont pas toujours cette chance-là, et parfois, effectivement, ils sont dans des établissements où ils n'apprennent plus les fondamentaux, mais ils sont soumis chaque année, chaque semaine, à de plus en plus de propagande. Alors, parmi les milliers de témoignages que nous avons reçus via le réseau Parents Vigilants, nous avons des occurrences plus ou moins fréquentes. Alors, nous avons bien observé les manuels scolaires qui sont extrêmement inspirés par l'extrême gauche, précisément, l'enseignement de la théorie du genre à tout bout de champ, l'intervention d'associations pro-immigration ou LGBT, avec l'agrément de l'institution scolaire, du ministère de l'Éducation nationale, un certain nombre de pratiques qui relèvent du wokisme, et j'essaierai de voir avec vous ce qu'est le wokisme, parce qu'on en parle beaucoup, et en fait c'est tellement dingue que c'est un phénomène qui est très difficile à appréhender. Et puis effectivement, on a coupé avec le roman national, et en fait nos enfants sont abreuvés dans leurs cours, notamment d'histoire, de littérature et de philosophie, à une injonction de repentance permanente pour les crimes que leurs ancêtres ont commis, et on ne
ne peut pas aimer son pays, on ne peut pas s'aimer soi-même, et on ne peut pas faire aimer à des populations plus nouvelles sur le sol de France ce pays si jamais en fait on passe sa vie à apprendre aux plus jeunes de ses citoyens que la France a été un bourreau dans l'histoire de l'humanité. Je voulais aussi vous ajouter que on a recueilli beaucoup de témoignages. En fait, pris isolément, en fait, ces témoignages peuvent paraître anecdotiques. Il y a des témoignages qui sont plus ou moins considérables, j'ai envie de dire. Pour vous citer un exemple, un parent nous rapportait l'histoire d'une prof de collège, une prof de lettres, qui n'apprenait plus à ses élèves le corbeau et le renard, mais la corneille et la renarde, parce que vous comprenez, La Fontaine, évidemment, est issue du patriarcat, c'est un mâle blanc dominant et évidemment sexiste, et donc elle voulait rétablir une certaine égalité, parité avec les femmes, oubliant pas par là même en fait qu'il me semble que Jean de La Fontaine a également écrit La cigale et la fourmi, mais ça lui a totalement échappé. Donc vous voyez, vous avez des choses qui sont comme ça un peu anecdotiques, voire rigolotes, où on a envie de se dire, bon, on est tombé sur l'institutrice ou la prof de littérature un peu bébête, bon voilà, qui n'a pas trop compris. La vérité, c'est qu'en fait, le cumul de toutes les anecdotes que l'on récupère via notre plateforme Parents Vigilants fait que c'est au-delà d'anecdotes, ça devient vraiment un fait de société. C'est-à-dire qu'on enregistre des milliers de témoignages, alors de gravité différente, j'ai envie de dire, mais dans la nature, tous ces témoignages reposent toujours sur le même principe de déconstruction de nos enfants. Et donc, c'est gravissime, évidemment. Vous montrer un petit peu des exemples de ce que nous, on a pu observer à l'école, ce à quoi sont confrontés toute la journée, pour un peu qu'ils aient un professeur qui verse dans ces délires-là, et malheureusement, il y en a beaucoup, puisque tout en haut de la hiérarchie scolaire, il y a quand même des injonctions très claires au prétexte de l'inclusion versée dans le wokisme, le LGBT, le pro-immigration, etc. Ce à quoi sont exposés nos enfants. D'abord, la sexualisation des enfants. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, vous avez peut-être pu suivre cette magnifique campagne d'affichage, une campagne d'affichage officielle du gouvernement français, qui sont donc allés coller sous des abribus des messages de prévention pour expliquer aux jeunes, hein, l'intention est toujours bienveillante, c'est-à-dire que ce qu'on veut expliquer aux citoyens qui passent devant, c'est qu'en fait, il ne faut pas subir de harcèlement et de violences sexuelles. Moyennant quoi, en fait, on colle sur des abribus à l'entrée des écoles de nos enfants, puisque là, vous êtes devant l'école Saint-Michel, qui est une maternelle, en plus, je crois que vous ne le voyez pas ici, mais c'est une maternelle. Sur l'abribus, il y a donc écrit « La pénétration me fait mal, que faire ?» Alors ça, comme vous êtes lyonnais, vous avez dû suivre ce truc extraordinaire. Donc dans le 1er arrondissement, chez Madame Perrin-Gibert, une performance sur l'écosexualité. Alors on découvre des choses, hein. Moi il y a des concepts que je maîtrise mal, l'écosexualité, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, vous avez des gens qui sont dans un jardin, nus, avec des sextoys, et qui sont dans des jeux sexuels, j'ai envie de dire, devant des enfants, voilà, avec des représentations, alors sous la pression, et parce que quand on met un peu de pression, le problème c'est que ces gens-là, en fait, existent de la loi du silence qui les entoure, et sous la pression, évidemment, ça a fait un scandale, donc il y a des choses qui ont pu être annulées. Mais souvent, en fait, tout ça se passe à bas bruit, personne ne le constate, donc en fait, ces gens-là peuvent verser dans ce genre d'activité. Et si je veux encore plus vous faire enrager, j'ai envie de vous dire, avec des subventions qui viennent de vos impôts. Le site, mais vous irez voir, onsexprime.fr, vous noterez le petit jeu de mots parce qu'il y a le mot sexe dans On s'exprime, qui est un site gouvernemental sur la sexualité qui est conçu pour les 11-18 ans. On y voit des choses... alors moi j'ai 46 ans, j'ai 6 enfants, si vous voulez, ils arrivent à me choquer. C'est une sorte de ressource très très complète, parce que moi j'ai découvert encore des trucs, qui s'adresse à des enfants de 11 ans. 11 ans. Vous n'êtes pas toujours pubère à 11 ans, vous êtes parfois prépubère. Où vous avez en plus des ateliers
des ateliers de travaux pratiques très rigolos, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout le Kama Sutra en origami. Avec des petits pliages, on vous apprend à le faire de manière à ce que vous puissiez vous entraîner. Bah oui, il y a des 11 ans, donc en fait, peut-être qu'il faut qu'ils s'entraînent sur des petites marionnettes en papier qu'ils ont conçues eux-mêmes avant de passer à des choses plus sérieuses. Et donc, ce site-là est un site gouvernemental. Et donc, toujours le même principe, hein, subventionné par vous avec vos impôts. Alors, l'apologie immigrationniste, ça c'est aussi quelque chose qu'on constate très régulièrement dans les retours de parents que nous avons. Alors, on vous a sorti des petites pages, donc les collégiens nîmois face à SOS Méditerranée, tous migrants avec le soutien de l'Union européenne, un devoir de classe d'un élève, d'un parent de cette salle d'ailleurs, je ne sais pas si je peux dire qui, mais dans une école, dans un collège privé, où en fait on vous montre le parcours de migration des migrants, donc comment est-ce qu'on passe de la Syrie jusqu'au Danemark en passant par la France, la Turquie, Lampedusa et tout ça. Voilà. Donc en fait on leur apprend, et quelles sont les difficultés que ces enfants et que ces migrants auraient pu rencontrer. Alors vous ne le voyez peut-être pas ici, mais les pauvres, ils auraient pu avoir un mur anti-migrants. Voilà. Et par contre, il faut payer les passeurs. Les non-respects de la laïcité aussi, alors ça on en a florès de témoignages. Des menus halal, la dernière chose très significative, parce que pour le coup, le conseil départemental qui s'occupe des menus des collégiens a rétropédalé. C'était carrément dans le... Vous savez, les établissements scolaires sont obligés de fournir les menus de la semaine pour que les parents vérifient que leurs enfants savourent bien 5 fruits et légumes par jour à la cantine. Donc vous pouvez retrouver les menus. Et donc dans le menu qui était officialisé par le département, par le conseil départemental de Gironde, vous aviez un sauté halal marqué dans le menu. Marqué en toutes lettres, hein. Donc, évidemment, pris la main dans le pot de confiture, ils ont rétropédalé. Mais voilà, ça veut dire que c'est une pratique, là on l'a vu, ça veut dire très certainement que ça se produit régulièrement et que, évidemment, ça ne leur pose aucun problème de servir une viande halal à des élèves, alors même que derrière le halal, je vous rappelle qu'il y a une rupture du principe de laïcité, puisqu'il y a une dîme qui est versée à la mosquée qui estampille le produit comme étant bien halal. Des exemples de port du voile, on en a eu un à Lyon avec une maman qui venait faire un cours de cuisine à l'intérieur d'une école maternelle, dans le 3e ou le 8e de mémoire, et qui était voilée. Alors évidemment, c'est une maman, alors il y a un flou. Sauf qu'en fait, quand elle accompagne et qu'elle est hors des murs de l'école, elle peut porter son voile, mais quand elle est à l'intérieur de l'école, en situation d'enseignante, elle n'a en aucun cas le droit de porter son voile. Et la vérité, c'est qu'il y a des écoles où ça passe crème, et la directrice de l'école a joué sur le fait qu'elle ne comprenait pas trop le texte et que ça lui rendait bien service quand même, mais ne voyait pas tellement où était le problème en définitive. Et puis, un fait d'actualité que nous avons monté cette semaine même, c'est pour ça que je l'ai ajouté, la mise à disposition d'une salle de prière lors d'un voyage scolaire. C'est ce que nous venons de découvrir suite au témoignage d'un parent, où pour faciliter les modalités du voyage pour de jeunes élèves musulmans, on leur a fourni une salle de prière de manière à ce qu'ils ne dérogent pas aux 5 piliers de l'islam auxquels ils doivent consacrer chaque jour. Et donc ça, avec la complicité de l'établissement, encore une fois. Alors du coup, en fait, des témoignages qu'on récolte pour éveiller les consciences, on essaie de tirer des visuels. Donc il y a un certain nombre que vous avez dû voir passer, avec des histoires qui sont quand même aussi extrêmement tristes. Voilà, des petits garçons, le copain de mon fils ne veut plus s'asseoir à côté de lui à la cantine, vu qu'il mange du porc et donc il ne mange pas halal. Alors le lobby LGBT, il est omniprésent à l'école, omniprésent avec évidemment l'agrément de l'État. Il est également omniprésent sur les programmes de télévision qui sont proposés à nos enfants. La première image est issue de la chaîne Gulli. Nous avons, durant l'année, épinglé Netflix parce qu'il y avait un petit épisode tout mignon où
un petit bison, un bébé bison expliquait à sa maman qu'il était mal dans sa peau parce que tu comprends maman, je crois que tu dis que je suis un garçon, mais en fait je pense que je suis une fille, et sa maman très compréhensive de lui dire ah mais je comprends pourquoi tu étais mal dans ta peau ces dernières semaines, mais maintenant que nous allons te traiter comme ce que tu te sens vraiment, un garçon, tout va aller bien. D'ailleurs je ne sais plus si c'est garçon ou fille parce qu'on se mélange un peu les pinceaux. Donc nos enfants, il faut être vraiment vigilant parce que même dans les programmes de loisirs qu'on leur dispense, ils sont constamment agressés avec un petit dessin animé qui était très mignon. Et du coup, en fait, un parent qui ne se méfie pas le colle devant en se disant ben ça m'a l'air chou, et puis on n'imagine pas qu'on puisse mettre de la malice dans ce genre de choses. Eh bien, rassurez-vous, il y en a, et souvent ça commence qu'au 3e ou 4e épisode, de manière à ce que les parents soient rentrés dedans en toute confiance. Pour la petite info, Netflix a quand même enlevé le dessin animé à partir du moment où nous l'avons épinglé et que c'est remonté dans les médias. Donc on arrive à avoir des victoires. Concernant le lobby LGBT, ça fait longtemps qu'il est en œuvre. Depuis 2013, où on nous avait dit que, vous savez, le genre, la théorie du genre n'existait pas, etc. Bon, désormais, ça se cache même plus. Donc la théorie du genre, elle est beaucoup rentrée dans les écoles par un film qui s'appelle Tomboy. Tomboy, c'est l'histoire d'un petit garçon malheureux parce qu'il a un problème d'identité de genre. Et évidemment, après avoir subi les colibés, il faut l'accompagner dans sa transition, évidemment, avec beaucoup de bienveillance, le monde sera meilleur, etc. C'est un film qui fait des ravages chez des jeunes esprits, mais je crois que Charles, qui est psychiatre, en parlerait mieux que moi, parce qu'évidemment, à une période où on est particulièrement sensible, dû à des changements corporels, psychologiques rapides, on a vite fait d'assimiler son mal-être à la solution qui est proposée par le film, à savoir, ben oui, en fait, tu n'es pas bien dans ta peau parce que tu es un garçon et que, enfin, on t'a assigné garçon à la naissance et qu'en réalité, tu te ressens fille. La vérité aussi, c'est que derrière ça, mais Charles là encore le dirait mieux que moi, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'autres choses, et notamment de troubles neurologiques, d'autisme, etc., qui se retrouvent à avoir une explication toute faite et complètement manichéenne sur leur mal-être, et qui du coup en fait s'engagent dans des transitions de genre, alors même qu'au départ en fait il y a un handicap qui explique le fait qu'elles aient du mal à s'intégrer dans la société scolaire. Donc en fait c'est une très très grande gravité qui est encore augmentée par la circulaire Blanquer dont vous avez entendu parler, qui en fait oblige les établissements finalement à reconnaître l'identité de genre choisie par l'enfant. Donc voilà, donc quand vous voyez effectivement arriver le film Tomboy dans le programme de vos enfants, mêlez-vous de ça, parce que ça n'est pas du tout anodin, même si ce petit garçon est par ailleurs très mignon. Évidemment, alors je fais quand même une petite mention pour notre ancien ministre Pap Ndiaye, qui évidemment était un fervent promoteur de toutes ces choses-là, au titre du wokisme particulièrement, et qui a fait beaucoup de mal à l'école, puisque effectivement il avait fait de l'inclusion et l'éducation sexuelle la priorité de son gouvernement. Donc voilà, je vous ai quand même mis également le livre Tout nu pour vous dire qu'en fait il faut être vigilant partout et que le champ de parents vigilants ne s'arrête pas à l'école. Il y a aussi tout le périscolaire. Le livre Tout nu, en fait, il sort de la bibliothèque de Strasbourg. Donc c'est un parent vigilant qui nous l'a sorti. Sa petite fille de 8 ans était dans le rayon recettes de cuisine, copains des bois, bricolage, etc. Et puis donc il y avait un rayon avec quelques livres sur la puberté, et elle est tombée là-dessus. Donc Tout nu, c'est un livre qui vous explique, un peu comme le site On s'exprime, tout par le menu. Et donc là encore, j'ai appris des choses, parce que j'ai découvert ce qu'était la télétiltonique, et je pense qu'on n'est pas très nombreux dans cette salle à savoir ce que c'est. La télétiltonique, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles grâce à son smartphone. Soit parce qu'on se met en réseau avec des gens, soit parce qu'on branche sur son smartphone des sextoys. Donc voilà, donc en fait vos enfants de 8 ans peuvent apprendre ce genre de choses, ils apprennent également ce qu'est une femme fontaine. Donc voilà, pour vous donner le niveau, je suis désolée, je vais être un petit peu crue, mais voilà, c'est une enfant de 8 ans qui sort le livre de la bibliothèque quand même.
Donc voilà, et puis là vous avez un certain nombre d'activités scolaires qui sont proposées en classe avec, évidemment il est important pour savoir qui on est de s'interroger sur un certain nombre de termes, donc êtes-vous cisgenre, transgenre, quelle est la différence entre votre sexe biologique et votre sexe de choix, et ça ce sont des travaux qui sont proposés dans les écoles. Alors toujours pareil, hein, on recense un certain nombre de témoignages. Voilà, donc vous avez des professeurs, des parents qui vous expliquent combien l'offensive LGBT à l'école, elle est massive, elle est importante et elle est réelle. Je vous rappelle quand même qu'en 2013, Najat Vallaud-Belkacem nous expliquait qu'il n'y avait pas de théorie du genre et que c'était des fantasmes. En fait, les fantasmes, ils sont là maintenant et ils sont pratiqués tous les jours sur vos enfants. Dernière mode LGBT, on a fait énormément les frais cette année, on est toujours de l'ordre du scolaire ou du périscolaire et là précisément sur des tout petits enfants, puisque ça concernait même des crèches, les lectures drag queen, soit au sein de bibliothèques, soit comme activité ludique proposée dans des crèches ou dans des maternelles, avec du coup des drag queens qui font la lecture de contes un peu revisité à la manière drag queen d'ailleurs, aux tout petits enfants. Donc là vous avez Brandy Snap et Shana Banana qui donc lisent des contes, sachant qu'en fait le phénomène drag queen c'est quand même quelque chose qui au départ a été créé pour perturber les repères d'adultes. Et là on les impose à des enfants. Des enfants qui sont en pleine construction, à savoir, voilà, enfin, en pleine deep, qui est papa, qui est maman, qu'est-ce que l'altérité sexuelle, sur quoi elle se fonde, etc. Donc en fait, il y a une vraie volonté, avec un décorum sympathique, joyeux, festif, j'ai envie de dire, des représentations mentales de nos enfants. Les assauts du wokisme. Alors, gros morceau, parce qu'en fait, le wokisme, c'est quelque chose qui je trouve, échappe à l'intelligence en définitive. Il échappe totalement à la raison et totalement à l'intelligence, et du coup, c'est très difficile, il me semble, de l'appréhender. Le wokisme, en fait, il bouscule le genre, il bouscule aussi la notion de race, il se sert de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que si vous cumulez vous êtes meilleur que d'autres. En fait, si vous êtes noire, lesbienne, handicapée et grosse, c'est mieux que d'être un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Voilà. Donc, vous avez ça. Et un truc qui est proprement terrifiant avec le wokisme, c'est la contestation de tous les savoirs universalistes. En fait, il fait totalement fi de la raison, de la vérité, fût-elle scientifique, et il parvient, ce faisant, et c'est pour ça que je me permets de vous alerter là-dessus, parce que ça paraît assez dément, mais il parvient même à retourner des universitaires qui ont pourtant passé des agrégations, qui sont docteurs dans leur discipline, et en fait, il agit en ce sens presque plus comme une croyance ou une hérésie que comme une simple idéologie. Alors avec l'idéologie, il partage le fait de vouloir transformer l'homme et de faire naître un homme nouveau, mais en fait il va au-delà dans la mesure où même dans son fondement, en fait, il est capable de s'appuyer sur des choses totalement fausses, c'est-à-dire contester la nature, contester la science. Les wokistes vous expliquez que les mathématiques, il faut pas en faire parce que c'est raciste. Et oui, parce que comprenez bien qu'en fait, les mathématiques, ça a permis aux négriers de compter leurs profits qu'ils avaient pu faire sur l'Afrique qu'ils avaient déportée. Voilà. Donc, on en est à ce genre de choses. Je pense que vous avez tous vu passer, et c'est pour vous montrer combien il est omniprésent, la pub du planning familial où vous voyez un homme à barbe enceinte, publicité sur nos abribus aussi, hein, ça me perturbe. Et vous avez certainement entendu parler du lexique publié par le planning familial, lexique trans, définition mâle-femelle. Alors, mâle-femelle, c'est surtout utilisé pour étudier la reproduction sexuée chez diverses espèces. Bon,
donc l'homme aussi, j'imagine. Il convient de ne pas les employer pour caractériser nos congénères humains. Ah bon? Non, en fait, faut pas pour nous, c'est pas possible. Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Comme on l'a vu plus haut, le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis. Un pénis n'est pas un organe sexuel mâle. On en est là. Planning familial, subvention, vos impôts. Je vous le redis, parce que c'est mieux en le sachant quand même. Cet été, je ne sais pas si vous avez suivi un spectacle du festival IN, du festival d'Avignon. C'est-à-dire le festival IN, c'est le festival très officiel. Alors là aussi, pour le coup, on ne va pas parler de subvention parce que c'est énorme, où il y avait un spectacle qui s'appelait Une carte noire nommée Désir, qui pratiquait la ségrégation du public, avec les femmes noires placées, les femmes noires, les hommes noirs étaient un peu moins bien placés que les femmes noires, toujours sur ce mécanisme d'intersectionnalité, placées dans des canapés exprès pour elles face à la scène, alors que le public blanc était relégué sur des gradins inconfortables en fond de salle, et un spectateur blanc a quand même été agressé parce qu'il refusait de se faire faucher son sac. Dans la performance, il fallait faucher le sac des spectateurs qui représentaient l'oppresseur blanc qui avait mis sous tutelle l'Afrique pendant des années. Donc un spectateur blanc a refusé de se faire faucher son sac. J'imagine, il n'était pas au courant, moi j'aurais fait la même. Et donc, en fait, il a été sorti de la salle parce qu'en fait, il était dubitatif de ce à quoi il assistait. Et en plus, il a eu peur, mais en fait, donc, tout le monde a été sorti de la salle. Donc, c'est complètement surréaliste. Un autre exemple, et ça, je vous recommande d'aller voir ce reportage si vous voulez savoir ce que c'est que le wokisme, poussé à son paroxysme. C'est un reportage sur l'université d'Evergreen aux États-Unis qui a mis en œuvre tout ce qu'est le wokisme, où on arrive à un système de chaos total et de non-sens total. Et dans ce reportage, vous verrez que le seul professeur qui résiste à la prise de pouvoir des woke, c'est un biologiste qui s'appelle Brett Weinstein, et qui explique aux étudiants pourquoi il ne veut pas se plier aux nouvelles règles. Et au bout d'un moment, un de ses étudiants, militant, donc, lui assène « Arrête de raisonner, la logique, c'est raciste ». Donc voilà, donc vous voyez, c'est très concret le wokisme, et je finirai par cet exemple, vous l'avez peut-être suivi, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses, de ce gynécologue accusé de transphobie pour avoir refusé d'examiner un homme. Alors, évidemment, SOS Homophobie a réagi, et ce médecin a dit « je m'occupe de vraies femmes ». Je pense qu'il voulait dire des femmes qui ont un vagin, un utérus, des choses qui lui permettent d'exercer ce à quoi est indiquée sa spécialité. Donc SOS Homophobie dit « Nous dénonçons les propos transphobes et discriminatoires du gynécologue Victor Acharian, dont il donne le nom, à Pau ». Comme ça, on fait de l'affichage, puisque comme on est le camp du bien, si vous voulez, on peut se permettre de la délation, puisque je vous rappelle qu'à Parents Vigilants, parfois on a réussi à faire échouer des projets scolaires qui étaient nuisibles pour nos enfants. Nous n'avons jamais affiché nominativement les personnes, et on nous a reproché, et c'est le grand procès que nous font les médias quand ils nous interrogent, c'est que, vous comprenez, vous affichez les gens. Donc en fait, eux ont parfaitement le droit de le faire, mais Parents Vigilants n'a pas le droit de s'opposer à une initiative où évidemment on finit par découvrir que c'est au collège Louis Pasteur, parce que c'est le collège Louis Pasteur et que tout ça finit par se savoir. Mais ça, nous n'avons pas le droit de le faire, eux peuvent le faire. Et donc, SOS Homophobie de conclure, la transphobie est une réalité aux conséquences graves, notamment dans l'accès à la santé des personnes conformées hommes à la naissance, du coup, et elle touche l'ensemble du territoire. Donc voilà, donc nous avons également eu énormément d'exemples de wokisme à l'école. Ça passe par les toilettes non genrées, une panoplie. Ils sont, en fait, comme ils n'ont absolument plus aucun frein, ils ont une imagination évidemment débordante, vous l'aurez compris. Évidemment, c'est extrêmement destructeur pour nos enfants, et je pense qu'à dessein, le wokisme vise nos enfants parce que ce sont des esprits jeunes, extrêmement malléables, et donc c'est une sorte de ressource. Je parlais de religion tout à l'heure, de personnes à convertir avec une grande facilité.
Et effectivement, dans une institution où l'épanouissement est devenu préférable à l'exigence et préférable à l'instruction, bien sûr, où il y a des ministres qui vous expliquent que la priorité de l'éducation nationale, c'est le bien-être, tout ça peut se mettre en place avec, évidemment, un boulevard. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous parler du wokisme parce que ça me paraît primordial. Cette influence à l'école, ça passe par des associations qui interviennent dans nos écoles avec des agréments donnés par l'État pour 5 ans. Alors dans des associations qui ont des agréments, vous avez l'association des paralysés de France, très bien, vous avez le Bleuet de France, parfait. Et puis parfois vous avez d'autres associations, le planning familial, qui donc pense que les hommes à barbe peuvent avoir des enfants. Vous avez la CIMAD qui fait la promotion de l'immigration et donc vous avez donc, des associations comme Contact, j'ai mis SOS Méditerranée, des associations contre la transphobie notamment, ce qui a permis à l'école alsacienne d'en faire les frais puisqu'ils se sont retrouvés avec un cours contre la transphobie où les élèves, dont peut-être les enfants de notre ancien ministre Pap Ndiaye, se sont retrouvés agressés par les intervenants qui leur reprochaient d'être transphobes puisque les enfants collégiens s'étonnaient qu'un homme puisse être enceinte. Et donc voilà, donc en fait on en arrive à des choses qui sont complètement dingues. Donc voilà, bon, vous avez bien compris que tout ça se fait avec l'aide du ministère, c'est toute l'institution scolaire qui repose là-dessus, avec une sorte de mur du silence, un peu le pas de vague qui est opposé à nos professeurs et qui évite de les mettre à l'abri quand ils sont en danger. C'est-à-dire que quand un parent se retrouve face à une opération de propagande sur son enfant ou sur une classe de son établissement, il va voir le professeur qui lui dit « c'est pas moi, allez voir le directeur », qui dit « c'est pas moi, allez voir le rectorat », qui dit « c'est pas moi, c'est mon ministre de tutelle, Pap Ndiaye ». Gabriel Attal maintenant, qui a priori n'est pas pour nous rassurer sur tout ce qui est lobby LGBT, même si pour le coup il fait montre des muscles concernant la baya. Je vous rappelle en parallèle de ça qu'il y a un véritable effondrement du niveau scolaire. Alors je ne reviendrai pas sur tous les chiffres PISA que vous retrouverez assez facilement, mais qui sont cataclysmiques. Je pense que vous l'avez également éprouvé sur vos propres enfants si vous en avez. Là on vient de recevoir les évaluations de 6e. Vous savez, quand les enfants rentrent en 6e, on fait une évaluation pour voir globalement où ils en sont. Parce que comme on ne fait plus redoubler les élèves, du coup en fait on attend de voir en 6e pour se rendre compte qu'en fait ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Et donc en fait on s'est retrouvé avec une situation où je ne crois pas déformer le truc et on pourrait croire que c'est une blague. Combien y a-t-il de quarts dans 3 quarts et les enfants ne savent pas répondre. C'est-à-dire qu'en fait on arrive à la situation où en fait si vous demandez à des élèves quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, ils sèchent, ils ne savent plus. Donc voilà, donc au vu de l'effondrement du niveau scolaire, je pense effectivement que nous avons bien raison d'alerter l'école sur quelle est sa mission première, apprendre à nos enfants à lire, écrire et compter, et à s'opposer à une propagande de diverses natures, mais qui ne font que les déconstruire. Je crois que l'initiative Parents Vigilants a un peu perturbé le ronron de l'éducation nationale, qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont de l'ordre du lanceur d'alerte, c'est-à-dire donner de la publicité à des événements qui se passent à bas bruit dans l'éducation nationale. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Je crois que c'est pas seulement un droit aujourd'hui, au vu de ce qui se passe à l'école, c'est également un devoir. Nous le faisons forcément individuellement pour chacun de nos enfants, mais de manière plus collective, nous le faisons pour réparer une institution qui est aujourd'hui bien fragilisée, bien malade et dont les affres ont nécessairement des conséquences qui sont extrêmement graves sur, à travers nos enfants, la société tout entière à l'avenir. Je terminerai sur une phrase, je sais que ça n'est pas de moi, mais j'ai tendance à me l'attribuer parce que je ne sais plus qui a dit ça. C'est le mal se nourrit d'inaction des gens de bien. Je crois que c'est très très vrai, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui devraient nous horrifier, mais qui se produisent quand même, parce que finalement, en fait, nous ne nous mobilisons pas suffisamment. Et finalement, en fait, c'est peut-être parce que nous laissons le champ libre à des mauvaises choses qu'elles se produisent, et que finalement, voilà, sortir un petit peu de son confort, agir,
signaler quand ça ne va pas, aller voir le chef d'établissement, signaler les problèmes, témoigner, en discuter autour de soi avec les autres parents d'élèves. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent vraiment mettre le mal à mal. C'est ce que je nous souhaite.